est sous mandat de dépôt, malgré une loi qui lui accorde des garanties spéciales. Est-ce un signe de fermeté judiciaire, selon votre lecture, ou des violations flagrantes des textes? D'accord. La première chose que je voudrais dire par rapport à cette affaire, c'est que je pense que, à l'aune de toutes les preuves, tous les communiqués qui ont été formulés jusque-là, je pense que le PPACI et principalement les cadres qui ont été arrêtés pour le moment, je parle donc, du ministre Ida Kwasi et de l'ambassadeur Boubacar Koné, sont peut-être victimes, plus précisément M. Ida Kwasi, victimes de leur réputation. On sait qu'il a été un acteur de la crise de 2010, qu'en 2012, il a été arrêté, extradé depuis le Togo pour des activités présumées allant dans le sens d'un complot contre la sûreté de l'État, et qu'en 2021, il était, je dirais, accusé de paroles qui pourraient être par rapport à de la xénophobie, notamment pendant les législatives. Donc, à mon sens, en tout cas, je pense que c'est aujourd'hui sa réputation qui est jugée plutôt que réellement son implication dans cette affaire. Donc, par rapport à la procédure, pour répondre à la question, malheureusement, je n'ai pas pu consulter les articles du Code de procédure pénale liés justement à cette question. Je sais que ça a été évoqué par les collectifs d'avocats et tous ceux qui se sont prononcés sur cette affaire jusqu'à maintenant, notamment par rapport à la loi de 2005 qui expliquait justement dans quelles conditions on pouvait interagir avec le président de la République, président d'institution et anciens membres du gouvernement. Mais je pense que si les avocats ont relevé cette faille, je pense qu'il est important de creuser beaucoup plus dessus. Ce serait intéressant qu'on entende justement des experts du domaine sur cette question qui m'a l'air assez technique. Bien. Alors, on a entendu des experts, sinon des juristes, les avocats du PPACI, le maître Sylvain Tapi, qui a dit ce soir, je cite, arrestation de Ida Kwasi et Koné Boubacar, les règles de procédure et les droits de la défense et les droits de la présomption d'innocence ont été violés. Réaction là-dessus, Arsène Anoma. Bon, moi, ce que j'aimerais dire de prime abord, c'est qu'il ne faudrait pas que les conditions d'arrestation de ces personnes qui sont accusées d'avoir commis des actes de terrorisme éclipsent l'acte qui a été posé. Les actes qui ont été posés sont des actes gravissimes. Donc, il ne faudrait pas cacher la gravité de ces actes-là. Mais il faut aussi respecter les règles de procédure judiciaire. Avec la façon dont ces personnes ont été arrêtées. Si ces personnes ont été arrêtées, nous sommes dans un pays de droit. Et le procureur l'a dit la dernière fois sur un plateau de télé, nous sommes dans un pays de droit où les règles de procédure judiciaire et policière sont respectées. Et si ces personnes-là ont été arrêtées, elles ont été arrêtées du fait de leur implication supposée, parce que j'estime qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Donc, du fait de leur implication supposée dans des actes gravissimes que le parquet ivoirien a qualifié d'actes de terrorisme. C'est des faits graves. Donc, pour moi, je citerai par exemple Goethe qui disait « Je préfère commettre une injustice que de tolérer un désordre ». Pour moi, la nécessité de préserver la sûreté de l'État, la nécessité de préserver la quiétude des Ivoiriens, de préserver les biens des personnes prévaut sur les conditions d'arrestation d'un individu qui, in fine, n'a pas été abattu, comme on l'a constaté sous des régimes précédents, sous la refondation de 2000 à 2010, où des personnes qui étaient arrêtées se retrouvaient disparues. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont arrêtées, quelles que soient les conditions d'arrestation, sont présentées devant la justice. Donc, pour moi, il ne faudrait pas faire de la fuite en avant en essayant d'éclipser la gravité des choses par un montage grotesque, un enfumage de conditions d'arrestation. Ces personnes ont été arrêtées parce qu'elles ont été citées par ceux qui ont commis les actes. Et ces personnes ont avoué. Donc, au lieu de rester focus sur les questions de procédure d'arrestation, il serait mieux pour le collectif d'avocats et le PPCI de se préparer à défendre qu'il ne faut pas respecter les procédures d'arrestation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter, mais pour moi... Mais le PPACI déplore le fait que les procédures pénales ne sont pas respectées. Je ne vais pas rester dans du juridisme partisan, dans du juridisme creux. Moi, je fais prévaloir la sûreté de l'État, la quiétude des populations et la protection des biens sur les lois. Même aux États-Unis, qui est l'une des plus anciennes démocraties,
lorsqu'il y a eu les attentats du 11 avril, mais il y a une loi qui a été prise, le Patriot Act, qui a restreint les libertés des Américains. Parce que ce qui prévalait, c'est qu'on devait préserver la quiétude des Américains et des États-Unis. Donc il y a des libertés individuelles qui ont été restreintes. Bien. Ça veut dire que même si c'est fait aux États-Unis, on ne peut pas en vouloir à la Côte d'Ivoire de préserver la quiétude des Ivoiriens. Alors, Marcelin Niawa, dans le communiqué du PPACI, on voit ceci, je cite, en outre, la mise en scène filmée et diffusée de ces aveux ressemble moins à un acte de procédure qu'à un outil de communication politique visant à salir l'honneur de nos cadres et à intimider nos militants en pleine période d'activité intense du parti du Front commun contre le 4e mandat anticonstitutionnel voulu par M. Alassane Ouattara. Réaction là-dessus? Merci, Sidik. Le parti parle d'une mise en scène. Non. Pendant que des accusés, des personnes arrêtées auraient cité le ministre Lida Kwasi et l'ambassadeur Kone Boubacar. Merci. D'abord, je voulais marquer ici sur ce plateau, si je suis en noir, ça peut marquer ma solidarité et dénoncer cet harcèlement, je dis, cet harcèlement à l'opposition. Depuis les militants du PDCI, depuis Charles Rodel, Gala Kolebi, toutes ces arrestations-là qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, c'est pour pouvoir dénoncer cela. Maintenant, quand vous dites ça... On aurait aimé que tu marques ta solidarité envers Arsène Anoma, vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole plusieurs fois. Allez-y, à Marcelin Niawa. Je condamne toutefois toutes les barbaries qui ont eu lieu à Yopougon. Mais dans le cadre de cette émission, quand je regarde un peu dans l'histoire, quand je regarde dans un passé très récent, en 2020, il y a eu beaucoup de casses avec les histoires de Baka Vert, la tête tranchée de Kofi Toussaint. Et lorsque je découvre aujourd'hui, la déclaration du procureur Adou Richard, permettez-moi de le citer, interrogé par Alain Toussaint et André Bois sur la chaîne Live TV. Il a dit, on m'a parlé des personnes reconnues sur des vidéos. Même si ces personnes viennent et se tapent la poitrine pour dire que je l'ai fait, c'est un aveu, mais l'aveu en droit, on dit c'est la reine des preuves, mais ce n'est pas une preuve parfaite. La personne qui avoue aujourd'hui peut dire demain, je n'avoue pas. Il faut donc une enquête avant d'arrêter des gens. Voilà cette citation de Adou Richard, ancien procureur de la République. Quand je vois ça, et je vois la célérité avec laquelle ces personnes comme Kone Boubacar et le ministre Lida Kwasi Moïse ont été arrêtés, mais je reviens au communiqué du PPACI pour dire que c'est de la communication. Est-ce que le procureur a eu le temps de faire des enquêtes? Vu que, d'après le procureur Adou Richard, il ne suffit pas de simples aveux pour arrêter des gens. Parce que l'aveu, là, ça peut s'avérer désormais, le même qui a fait ses aveux aujourd'hui, demain matin, il peut dire qu'il ne reconnaît plus ses aveux. Donc, c'est cette manière de conduire les choses que moi, je condamne. Et c'est ça qui mène à donner raison aujourd'hui au PPACI pour dire qu'on est en train de transformer la justice en un instrument politique. Et à la veille, il faut voir aussi le moment où on arrête ces personnalités. C'est à la veille de la marche du Front commun, la marche. Est-ce que ce n'était pas une manière de doucher l'ardeur des militants du Front commun pour ne pas venir à la marche? Est-ce que ce n'est pas aussi suite à des événements qu'on a tous vus à Yopougon? Je suis d'accord, mais moi je pense que quand je m'en tiens à la déclaration de M. Adou Richard, pourquoi M. Brahma n'a-t-il pas pris le temps de mener des enquêtes et avant de brandir des personnes à la télévision qui font des aveux sans même la présence de leur avocat? Cette célérité avec laquelle les choses ont été faites, ça cache quelque chose. Ça donne l'impression qu'on instrumentalise la justice à des fins politiques. Et c'est ce que le communiqué du PPACI, il le dénonce clairement. Et je m'accorde avec eux pour dire que la méthode qui a été faite, si, conformément à ce que le décret, le communiqué de presse signé par Maître Abiba qui le dit bien, la loi numéro 2005-201 du 16 juin 205 protège bien M. Lida Kwasi Moïse, qui est un ancien ministre. Il ne devrait même pas être interrogé dans ces conditions. Je suis d'accord qu'on arrête des gens qui commettent des fautes, mais il faut faire les choses conformément au droit, conformément à la procédure légale. C'est à cette façon tout le monde
peut vraiment arriver à respecter nos règles et à les prendre au sérieux. Bien, merci. Guillaume Bato, on voit dans ce communiqué du PPACI, je cite, un viol manifestement les dispositions des articles 43 et 44, fin de citation. Le PPACI, est-ce que le PPACI apporte des preuves solides ou s'agit-il, selon vous, d'une interprétation politique des textes judiciaires, des textes des lois? Avant de répondre à votre question, je voudrais assurer les deux personnalités, le ministre d'État Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kouné Boubacar, pour qui j'ai l'affection, dont j'ai été très proche. Aujourd'hui, malheureusement, nos divergences politiques font que nous ne nous voyons pas régulièrement. Mais je vais donc les assurer de ma solidarité personnelle et espérer vraiment que les enquêtes qui vont être menées puissent les mettre hors de cause. Parce que ce sont des personnalités, comme j'ai dit, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, moi-même, à mon niveau, je m'interroge sur l'activisme du PPACI dans ce dossier. Un activisme que je trouve suspect, parce que cela donne le sentiment que le PPACI va dans tous les sens. Et cela m'amène à m'interroger, et si le coup venait de l'intérieur, et si M. Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kouné Boubacar étaient victimes des combats internes du au PPACI. Parce que ce sont des personnalités dont on connaît le profil. L'ambassadeur Kouné est plutôt un diplomate. Le ministre Lida Kwasi a exercé de hautes fonctions. Il a été ministre d'État, ministre de la Défense. Ils connaissent le fonctionnement des institutions. Ça me surprend que ces personnes-là puissent être mêlées à des faits dont on sait clairement que les responsables seraient vite appréhendés. C'est pour ça que moi je m'interroge. Parce qu'on sait aujourd'hui que le PPACI est traversé par divers courants. Hein? Quelqu'un a dit même que le PPACI est aujourd'hui une machine en pièces détachées, où on sait aujourd'hui que la bataille de succession au président Gbagbo est déjà ouverte. Est-ce qu'une faction interne au PPACI n'a pas intérêt aujourd'hui à neutraliser des militants qui sont connus comme étant des militants historiques? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs tendances au PPACI, une guerre ouverte entre les militants historiques, ceux qui ont cheminé avec le président Laurent Gbagbo depuis les années 80-90, et les néo-militants, voilà, qui se battent aujourd'hui pour le contrôle de l'appareil. Moi, je voudrais qu'on regarde cela, et cela donc m'amène à dire, dans une affaire qui est judiciarisée, où il y a le secret de la défense, en quelques jours, il y a une pile de communiqués du parti, comme si des gens avaient des choses à se reprocher. Moi, voilà mon inquiétude. Est-ce que M. Kouné Boubacar et le ministre d'État, Lida Kwasi Moïse, ne sont pas victimes de la nuit des longs couteaux qui a aujourd'hui clairement lieu au sein du PPACI? Parce que, visiblement, avec les réactions intempestives du PPACI dans un dossier qui est judiciarisé, on peut valablement croire que les gens cherchent à masquer. Et c'est pour ça que j'espère que les enquêtes vont vraiment être menées pour qu'on situe les responsabilités des uns des autres. Parce que je suis convaincu que le PPACI cache quelque chose. Bien. Alors, Éric Dou, le collectif des avocats aussi déplore un autre fait. Il s'agit des auditions qui durent parfois. On a vu la première audition qui a duré de 10h30 à 5h du matin. Il déplore également l'audition de Lida Kwasi et l'ambassadeur Kouné Boubacar qui est partie de 22h30 à 18h. Réaction là-dessus. Ok, première chose, je voudrais répondre à M. Anoma sur ce qu'il vient de dire, qui personnellement, pour moi, me choque un petit peu. Je ne suis pas sûr que le philosophe Goethe soit un très grand démocrate pour avoir déclaré ce qu'il vient de nous citer ici. Parce que si protéger un régime politique peut justement expliquer de se mettre au-dessus de la loi et la violer, je pense que c'est assez gravissime de le dire. Il a cité par exemple le Patriot Act aux États-Unis, juste après les attentats du 11 septembre. Je pense que pour tous ceux qui ont suivi cette séquence, les agissements de l'armée américaine et de l'administration américaine ont été désavoués par la justice internationale, par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Donc on ne peut pas prendre ça comme un exemple. Oui, mais les États-Unis ne reconnaissent pas la justice internationale. Ce n'est pas lié au heureusement d'ailleurs que les États-Unis ne sont pas signataires du traité de Rome. Sinon, on aurait pu poursuivre ces gens-là pour les actes qu'ils ont posés. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas poursuivis que ce qu'ils ont fait n'est pas répréhensible et qu'on ne peut pas refuser de suivre cet exemple. Deuxième chose, je pense qu'on prend beaucoup trop de légèreté dans notre pays sur ces sujets importants
qui est le sujet de la justice ou le sujet des privations de liberté. Je pense on peut l'admettre des Ivoiriens qui sont dans leur salon, qui n'y connaissent pas forcément grande chose au débat technique que les avocats peuvent avoir, mais je pense que quand on a une voix impliquée dans le débat public, à la télévision notamment, je pense qu'il y a des choses qu'on doit avoir le courage de dire aux Ivoiriens. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que la justice a des fondements. La justice ivoirienne n'est pas en dehors du fonctionnement qu'il y a à travers le monde, et ces fondements sont valables partout, même en Côte d'Ivoire. Le droit à la défense, donc la présence d'un avocat quand on est arrêté, la présomption d'innocence qui permet de dire que toute personne accusée est présumée innocente et considérée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Et on entend malheureusement dans la bouche de beaucoup de personnes, je l'ai entendu hier sur ce plateau, de la part d'un des chroniqueurs qui estimait déjà qu'on devait mettre ces personnes-là en prison et qu'ils allaient répondre de leurs actes, alors que rien n'a encore été prouvé sur cette question. Ensuite, il y a la charge de la preuve. La charge de la preuve dit que la partie qui allègue, donc qui émet un avis, doit prouver ce qu'elle avance. Dans ce sens, effectivement, c'est le procureur pour le moment qui dit ce qu'il pense être la vérité. Moi, je n'ai pas encore vu de preuves totalement irréfutables. Et ça me permet de rebondir sur un autre de ces fondements qui est le doute raisonnable. Le doute raisonnable dit qu'on ne peut pas faire une conclusion rationnelle si on n'est pas basé sur des preuves disponibles et irréfutables. Parce que sinon, on se permet simplement de tirer nos conclusions sur la prépondérance de probabilité. C'est pour ça qu'au début de mon intervention, j'ai dit que j'ai l'impression, moi, que M. Lida Kwasi est en train d'être jugé par rapport à sa réputation, voilà, par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Donc je pense que quand on entre en profondeur dans ces différents points, je m'excuse de ne pas forcément répondre sur la question du délai de garde à vue, parce que je ne sais pas exactement sur quelle base ça a été fait. Je suppose en tout cas que c'est moins grave que de faire un mandat de dépôt et de déférer quelqu'un sur la simple base d'aveu. Sachant qu'on n'a pas vu d'ailleurs des aveux télévisés où ces personnes incriminent directement M. Lida Kwasi. Donc on peut aussi se poser des questions, et je pense que si on veut faire preuve de vraiment je dirais, d'exigence dans ce dossier, il faut que le procureur fasse totalement transparence sur la question, parce que ce n'est plus une question simplement entre les partis politiques et la justice, c'est vraiment une affaire qui intéresse et qui effraie toute la nation. Le passage du procureur sur le plateau d'une chaîne concurrente, tout ce que moi j'ai vu comme retour derrière, c'est que les Ivoiriens se sont dit il y a encore une chape de plomb qui va s'abattre sur nous pour qu'on puisse plus rien dire et plus rien faire. Bien. Arsène Anoma, est-ce que pour vous, l'opposition politique brandit trop vite l'argument de violation des droits sans attendre la décision du juge? Oui, mais c'est évident, c'est la conclusion que je tire. Et si je reprends le terme de M. Guillaume Bato, cet affairisme-là, cette fébrilité du PPACI, pour moi, masque quelque chose. Peut-être que je n'irai pas dans le sens de M. Bato, mais moi je dirais que c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on les voit ruer dans les brancards, communiquer sur communiquer, dénoncer des conditions d'arrestation, des conditions de garde à vue, alors que ces personnes, j'entends des gens dire que oui, c'est pas parce qu'il y a eu des aveux, c'est pas. Mais il a dit tout à l'heure, de la bouche de l'ex-procureur, et qui se retrouve aujourd'hui en exil, il le cite, mais j'estime que ce n'est pas un exemple, parce que celui qui est en exil, c'est parce que durant... Abdou Richard en exil. Oui, je pense, je suppose. Abdou Richard en exil. Ok. Donc, vous comprenez Abdou Richard, Akimou Raymond. Akimou Raymond, ok, Moi, je confonds. j'ai cité Abdou Voilà, je Richard. le confonds à Akimou Raymond. Donc, en fait, il prend, il cite et il parle il dit que les aveux, c'est la meilleure des preuves. Mais évidemment, il y a eu des aveux. S'il y a eu des aveux, c'est que les faits sont constitués. Et ces personnes-là, on les a vues à la télévision, ces personnes-là ne ressemblent pas à des personnes qui ont avoué sous le coup de la violence ou de l'intimidation. On a vu ces personnes-là à la télé parler ayant une bonne mine. Donc pour moi, l'opposition et le PPACI en particulier feraient mieux, comme ils ont construit un collectif d'avocats qui s'illustrent plutôt par des conférences de presse et des communiqués, il ferait mieux de préparer la défense de ces personnes-là. Et moi, je le dis, qui sont accusés de faits graves, accusés de terroristes, de faits graves. Aujourd'hui, on se meut sur les conditions d'arrestation. Mais si ce qu'ils avaient projeté avait réussi,
certainement qu'aucun de nous ne serait ici présent à débattre des conditions de démocratie. C'est en cela que, lorsque lui s'émeut du fait que Goethe disait qu'il préfère commettre une injustice à tolérer un des autres, moi je pense que c'est mieux d'assurer l'ordre d'un pays plutôt que de laisser les choses prospérer. Le pouvoir actuel n'est pas comme le pouvoir de la refondation, qui eux se sont illustrés en disant qu'ils voyaient le dos du nageur et ils ont laissé le nageur submerger la nation ivoirienne. Ce pouvoir actuel, c'est un pouvoir responsable qui tient à la vie des Ivoiriens, qui tient à la culture des Ivoiriens, qui tient à la protection des biens des personnes. Et pour ce pouvoir-là, eux, ils ne sont pas dans les histoires qu'on te voit nager, on voit ton dos. Dès que tu te rends dans un magasin pour essayer d'acheter ton maillot de bain, tu es arrêté pour expliquer pourquoi tu veux prendre ce maillot de bain là pour aller nager. Et ça, c'est un pouvoir responsable. Et le PPACI ne demande que respect des règles de procédure. Mais les règles sont respectées parce que ces personnes-là sont bel et bien vivantes et ces personnes-là seront défendues conformément à nos lois. Allez-y, Guillaume Bateau. Oui, je pense que... Ensuite, Marcelin Niawa. D'abord, dans le débat sur les formes, bon, nous, on n'est pas des experts en matière de droit pénal, mais j'ai cru lire quelque part que le procureur met en avant la question du flagrant délit. Vous savez que toutes ces précautions qui sont prises, notamment dans la loi sur les anciens présidents de la République, les anciens ministres, même y compris les députés, quand le flagrant délit est évoqué, l'immunité... Toutes les procédures spéciales disparaissent. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui a été avancé. Moi, je ne suis pas un expert, mais je dis, vous voyez, aujourd'hui, le PPACI donne à être suspecté par son activisme. Le PDCI a des militants aussi qui sont détenus. Il y a eu, c'est vrai, des interventions des responsables du PDCI, mais pas avec autant de bruit que ce qu'on voit au PPACI. C'est pour ça que moi, je me demande si l'ambassadeur Kone Boubacar et le ministre d'État Lidia Kwasi ne sont pas victimes de la bataille interne à leur propre parti. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la succession, la bataille pour la succession du président Gbagbo est engagée. Une partie du PPACI qui n'a aucune base idéologique, conduite par des gens, je ne veux pas citer des noms, mais qui se reconnaîtront, craint que les militants historiques comme Lidia Kwasi et Kone Boubacar puissent aujourd'hui prendre un certain nombre d'initiatives. Tout le monde sait que le président Gbagbo ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et que il va visiblement vers la retraite. Et ces batailles internes entre les factions internes au PPACI, moi j'ai le sentiment que s'il y a eu des aveux, est-ce que ces gens qui font des aveux ne sont pas instrumentalisés par des factions internes au PPACI? Parce que le PPACI donne le sentiment de vouloir brouiller les pistes. Il y a des accusations, il y a des aveux, il faut laisser la justice faire son travail sereinement. Les avocats, je les ai un peu écoutés avant de commencer cette émission. Au début, on avait dit qu'ils n'ont pas du tout été assistés, mais visiblement, ils ont été assistés en partie. Bon, bref, en tout état de cause, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser les enquêtes aller jusqu'au bout pour situer les responsabilités. Et moi, je suis convaincu que si ces enquêtes sont menées avec tout le sérieux qu'on connaît à la justice ivoirienne, on va avoir des surprises. On va avoir des surprises parce que ce qui se joue aujourd'hui au PPACI n'est pas simplement une bataille face au pouvoir en place. Face au pouvoir en place. S'il y a une vraie bataille interne, on l'a vu avec la sortie de M. Dombello, qui a parlé aujourd'hui d'idolâtrie à la place d'idéologie, qu'il y a une vraie guerre de factions à l'intérieur de ce parti. Et je ne serais pas surpris que certains au PPACI essaient de neutraliser d'autres camarades qui le suspectent de voir demain prendre d'autres initiatives pour éviter le naufrage collectif qui se prépare sous nos yeux pour le parti. Parce que aujourd'hui, le parti est tenu par des gens qui n'ont ni l'expérience, ni l'ancrage idéologique et qui naviguent à vue au gré de leurs sentiments personnels et qui peuvent, par des moyens détournés, chercher à neutraliser des adversaires. Bien, Marcelin Niawa, allez-y. Ouais, merci beaucoup. J'ai entendu tout à l'heure M. Anouma dire que ce pays est dirigé par des hommes responsables. Mais c'est évident. Mais j'ai dit ce que je vais indiquer. Quand on défend des hommes responsables, il faut tenir des propos responsables. Quand il accuse directement le PPACI, c'est quelle enquête qui l'amène à dire que c'est le PPACI qui est responsable de ce qui se passe? Je dénonce la fébrilité, je n'accuse pas le PPACI. Tu as parlé, je n'ai rien dit. Je vous demande de défendre vos
Est-ce que je peux parler? C'est toi qui es fébrile sur ce plateau. Laisse-moi parler. Oui, laisse-moi parler. C'est toi qui en noir, tu as c'est toi parlé qui en si deuil. je n'ai rien dit. Donc laisse-moi parler. Allez-y, monsieur Niawa. Ce que je vais indiquer, il faut tenir des propos responsables. Alors, pour l'instant, évitez, non, vous allez continuer. Non, arrête de Évitez qualifier aussi, mes propos. évitez, non, s'il vous plaît, monsieur Tu n'es pas plus responsable que moi. Je n'accepte pas qu'ils me disent que je n'étais pas des propos responsables. Est-ce qu'il est plus responsable que moi? S'il vous plaît, on va éviter de se lancer des pics. On le mais connaît également, ses propos. merci. On va également éviter de se poser des questions ou de en tout cas, citer bon, d'accord. débatteurs. Allez-y. Donc, tout à l'heure, mon frère Guillaume Bato a dit que le PPACI va dans tous les sens. Moi, je pense que le PPACI ne va pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce que si, face aux méthodes spectaculaires auxquelles on assiste, il est tout à fait normal, le PPACI, qui est un parti et qui draine du monde, arrive à rassurer ses militants, à les canaliser pour ne pas aller dans tous les sens. Et quand M. Guillaume Bato me dit que c'est la guerre à l'intérieur du parti qui fait que... J'ai dit qu'il faut s'interroger, il faut regarder. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit que tes interrogations ne sont pas justes. Parce que, pour preuve, tu appartiens à un parti politique. On a vu un FPI, Bien. on a vu un Alors, FPI. Attendez. vous continuez, mais juste vous dire que sur ce plateau, chacun a ses positions. D'accord. Moi, j'ai vu... Il n'est pas de votre droit de dire qu'un débatteur n'a pas d'interrogation juste ou Non, fausse. mais moi, je peux le répondre. Allez-y, Je continuez. l'écoute, mais je vais répondre. J'ai dit, le débat à l'intérieur d'un parti politique, qu'est-ce que le PPACI gagne à l'intérieur pour un débat interne, aller casser des bus à Yopougon? C'est pour lui dire que ces hypothèses ne sont pas justes. C'est-à-dire, il veut enlever le regard des Ivoiriens sur le vrai problème, il veut les orienter ailleurs. Ça, c'est du dilatoire. Et quel est le vrai problème? Le vrai problème, on reconnaît que des gens ont cassé. Il y a eu des casses, il y a eu des bus qui ont été brûlés. Que le procureur fasse ses enquêtes. Moi, j'ai dit la célérité avec laquelle le spectacle qui est produit, il n'est pas rassurant et il n'est pas joli à voir. Il faut que... Parce que dans ce pays, on a vu des têtes coupées, hein. On a vu des bus brûlés, on a vu des bacs à verre. Et le procureur d'alors, c'est pourquoi je l'ai cité tout à l'heure, il a dit les aveux ne suffisent pas pour arrêter quelqu'un, pour mettre quelqu'un en cause. Il faut des enquêtes. En moins de 10 jours, est-ce que les enquêtes ont été faites? Est-ce que ceux-mêmes qui ont fait des aveux l'ont fait en présence de leur avocat? J'ai dit non. C'est pourquoi j'ai dit ici, là, il n'est pas question d'accuser un parti politique. Parce que ce qui s'est passé à Yopougon, ça ne plaît même pas au PPACI. La preuve, le jour de sa conférence de presse, le professeur Danon Didier, il a dénoncé, il a condamné fermement ces attaques-là. Donc, il ne sert à rien d'envoyer des interrogations vers ce parti-là qui ne se reconnaît et qui le dit ouvertement, qui n'est ni de près ni de loin impliqué dans ce qui se passe à Yopougon. Mais la pile de communiqués dont il parle, que le PPACI produit, le PPACI en partie responsable ne peut que le faire. Et c'est parce que le PPACI produit ces genres de communiqués que la grande marche, qu'on pourrait même qualifier de Digba marche, du 9 août, il n'y a pas eu de débordement. Parce que si les militants du PPACI n'étaient pas suffisamment informés par leurs responsables, ils allaient sortir des rangs et puis faire des casses partout pour dire que nos camarades ont été arrêtés. Donc le PPACI est en droit de démultiplier la communication, de faire des conférences de presse, de faire des communiqués pour que ces militants reste calme. Bien. Pour que la justice fasse son travail. Merci Marcelin Niawa. Alors 30 secondes chacun pour terminer. D'abord pour dire à mon ami et frère Niawa que nous sommes des analystes politiques. Voilà. Nous ne sommes pas là pour servir de relais au communiqué tonitruant du PPACI. Si lui ne veut pas regarder du côté du PPACI, qu'il nous laisse la liberté de regarder parce qu'on connaît la réalité aujourd'hui au sein du PPACI. On sait qu'il y a des rivalités féroces. Et qu'il y a des gens à l'intérieur du PPACI qui ont envie que des militants historiques comme le ministre d'État Lydia Kwasi ou l'ambassadeur Kone Bouaka soient mis hors état de nuit, qui peuvent manigancer sur les choses. C'est pour ça que nous sommes sur les plateaux, pour éclairer l'opinion. Sinon, pour le reste, nous sommes d'accord qu'il faut que les procédures soient respectées, qu'il faut que ceux qui sont accusés soient assistés de leurs avocats. J'ai appris avec Bordeaux tout à l'heure, au cours de la conférence de presse des avocats, qui se sont constitués dès que ces personnalités ont été convoquées. Je note qu'effectivement, elles ont été dûment convoquées et qu'elles ont pu assister ces personnalités-là. Mais il est clair que nous sommes à la veille d'enjeux importants, tant au plan national qu'au niveau interne de plusieurs partis politiques. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils nous disent que oui, ce que M. Bato dit n'est pas juste.
Bon, ici, il n'est pas notre professeur pour nous noter. Bien. Voilà. Ici, Merci. nous sommes là. Oui, Merci, on n'est pas dans sa classe, aucune note. Bien. Ici, Voici, suite aux violences de Yopougon, le collectif des avocats, des militants du PPACI a décidé de saisir le procureur général près de la Cour d'appel, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil des droits de l'homme pour que des solutions soient trouvées à cette affaire. Réaction là-dessus, Éric Dou. Voilà, c'est ce que j'aurais dit aussi, hein, logiquement. En tout cas, en toute humilité, je pense que je n'ai peut-être pas ma place sur ce plateau pour discuter de ce sujet-là. On a envie de se demander où sont nos juristes, où sont nos avocats, où est le barreau de Côte d'Ivoire, où sont les journalistes, où sont les intellectuels, parce que c'est une question très technique. Tu es l'intellectuel? Oui, mais je pense que je ne suis pas du domaine. Donc, franchement, en toute humilité, il m'a fallu quand même plusieurs heures de recherche pour trouver certaines informations. Avant de poursuivre, je voulais dire qu'un pays dans lequel les citoyens seraient inquiétés pour le simple achat d'un maillot de bain en prévision de quelque chose, ça ressemble beaucoup à la Corée du Nord ou à Israël. Je pense qu'on ne devrait pas prendre ce genre d'exemple-là pour expliquer. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce plateau à chaque fois en disant que pour moi, l'enjeu de l'élection de 2025, c'est vraiment un combat idéologique. Parce que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, énormément de gens qui se réclament justement du parti au pouvoir, être totalement en accord avec les propos de M. Anoma ici, en disant que c'est normal d'aller vite, d'accuser, de parfois même marcher sur les procédures pour arriver au résultat qui serait de protéger le régime. Je pense que, en mon sens en tout cas, c'est assez grave. Et moi, je suis pour justement, quel que soit ce qu'il y a à faire, que la loi soit respectée. La fin ne justifie pas les moyens. Et en cela, il faut vraiment que les défenseurs des droits de l'homme, notamment vous avez cité le CNDH, s'occupe très rapidement de ces questions pour que le citoyen que moi je suis aujourd'hui, en toute humilité, qui ne comprend rien à la question, puisse avoir des gens outillés pour pouvoir justement nous aiguiller sur la question. Et notamment là, il y a un point que M. Guillaume Bateau a relevé, il a parlé de flagrant délit. On aurait aimé avoir un professionnel du droit sur le sujet. Je pense, à mon sens, hein, et je m'excuse de me tromper si c'est le cas, que le flagrant délit, c'est lorsque la personne est prise sur le fait. Là, il y a eu des enquêtes, a posteriori, plusieurs jours après, 1 ou 2 jours en tout cas après, avant d'arriver à des arrestations. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là, je pense. Et dans ce cas, aujourd'hui, la vraie question sur ce débat, elle tourne totalement autour des aveux. Aveux parce qu'il n'y a que les aveux aujourd'hui qui incriminent les premiers prévenus qui ont été arrêtés, et il n'y a que ces aveux-là qui incriminent les cadres du PPACI. À ce sens, je voudrais dire que les aveux, oui, c'est vrai, sont une preuve extrêmement puissante en droit, mais elle est potentiellement trompeuse. Je pense qu'on ne va pas faire ici la liste de tous les aveux qu'on a pu voir face télé qui finalement se sont avérés complètement mensongers. Les critères de fiabilité d'un aveu, dans tout ce que j'ai vu en dehors du côté volontaire de ne pas être soumis à une pression ou à une coercition, il y a surtout la présence de l'avocat, et c'est essentiel. C'est vrai que l'article 438 du Code de procédure pénale ivoirien dispose que l'aveu est laissé à l'appréciation des juges, mais j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était pareil partout, parce que cet article est textuellement et à la virgule près identique à l'article 428 cette fois du Code de procédure pénale de France. Et simplement, en 2011, je me suis rendu compte que la Cour de cassation en France, par un arrêté de la Chambre criminelle, c'est l'arrêté, j'ai noté ça, du 11 avril 2011, 11 mai 2011, pardon. Cet arrêt dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout aveu qui n'est pas fait avec un avocat n'est pas recevable. Donc, c'est parce que justement, des professionnels du droit se sont rendus compte qu'il y avait des aveux qui étaient obtenus par coercition, même parfois par torture, on peut l'admettre. Et donc, le balancer du regard, se disant non, ça c'est pas possible sous nos tropiques, je pense c'est faire beaucoup, beaucoup trop confiance à notre démocratie. Bien, alors on reviendra rapidement sur le terme flagrant délit. Selon l'article 77 et 84 de la loi numéro 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale, le crime ou délit flagrant est le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Les dispositions sur le crime flagrant sont applicables au cas
de délits flagrants dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Voilà, ce sont les précisions. C'est exactement ce que je disais. Sur ce point. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas pour être pris sur les faits. Mais c'est alors S'il vous plaît, que allez-y. Ah oui, c'est pas tout à fait. Je crois que D'accord, je laisserai chacun... lu des définitions qui sont qui je peuvent être laisserai discutées chacun relire après. par des juristes. Je n'en suis pas un. Mais quelque chose qui est d'un temps voisin, parce qu'il ne faut pas oublier que les auteurs, je veux dire les présumés auteurs directs ont été arrêtés dans les 24 heures qui ont suivi les faits. Donc, il n'y a pas eu de S'il vous plaît, s'il vous plaît. On dit un temps voisin. S'il vous plaît, on peut discuter. Un mois, c'est voisin on peut aussi. discuter. Donc, je dis, je suis d'accord qu'il va falloir que les juristes creusent, mais les textes que vous avez lus, ce n'est pas exactement ce qu'a dit M. Éric Dohou. J'insiste là-dessus. Parce que le flagrant délit, puisqu'on parle de temps voisin, mais il y a aussi des précisions vers la fin. Il y a des précisions qui peuvent être faites par les textes en vigueur. Bon, donc, la question du flagrant délit peut être creusée, et je le sens, à partir du moment où des vidéos ont identifié des gens en train de commettre un certain nombre de faits, je pense, je ne l'ai pas pris à mon propre compte, j'ai entendu dans mes recherches certains experts parler de flagrant délit pour expliquer justement que les procédures spéciales en faveur des anciens membres du gouvernement n'ont pas été respectées. C'est ce que j'ai dit. Pour enchérir, hier, en étudiant le code pénal, effectivement, c'est dit dans le code pénal que lorsque la flagrant délit est avérée, les dispositions spéciales tombent. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais je veux dire, les juristes pourront en discuter. Je vais juste insister pour dire que ce n'est pas exactement ce qu'a dit M. Éric Dohou. C'est même pas du tout ce qu'il a dit. Pour terminer sur la question, je crois que moi, si nous sommes démocrates, si nous voulons construire un pays de démocratie, il ne faut pas toujours condamner la justice chaque fois qu'il y a une procédure. Alors, mes amis ici disent, oui, mais pourquoi la célérité? D'abord, dans ce pays, on a toujours critiqué la justice parce qu'on a estimé que les dossiers ne sont pas traités avec célérité. On a toujours dit que les dossiers, les enquêtes n'aboutissent pas. Pour une fois, je suis malheureux pour mes deux grands frères, qu'il s'agisse du ministre Lida Kwasi ou de l'ambassadeur Koulbaka, qui sont des aînés, je l'ai dit déjà, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais pour une fois que la procédure est accélérée, il faut être conséquent. Donc, les enquêtes sont en cours. Je dis, le fait, par exemple, qu'on garde quelqu'un à vue, ou même qu'on le détienne préventivement, ne dit pas qu'il est coupable. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'espère que les enquêtes vont être menées vraiment avec beaucoup de perspicacité, parce que moi, je pense que derrière tout ce qu'on voit, il peut y avoir la main de factions opposées du PPACI au cadre du PPACI. Donc, je dis, le fait qu'on les détienne aujourd'hui, que ce soit à vue ou en prison, en détention préventive, ne dit pas qu'ils sont coupables. Ils ne le seront que lorsqu'ils seront présentés à un juge dans le cadre d'un procès contradictoire. Voilà. Donc, il ne faut pas tout de suite crier au loup, parce que on a quand même, bon, on ne va pas revenir sur un passé trop lointain, mais quand j'écoute mon ami Yawa, dans ce pays-là, quand même, sous le président Gbagbo, il y a eu des gens qui avaient un certain nombre d'immunités qui ont été gardés à vue. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Bon, je ne parle même pas du PDCI. Le PDCI qui crie aujourd'hui, le président Gbagbo était député, il a été arrêté ici avec son épouse et tous ses enfants mis en prison. Bon, le PDCI, c'était son sport national, mettre les gens en prison. C'est Alassane Ouattara qui avait fait ça. En ce moment, M. Alassane Ouattara était le premier vice-président du PDCI. Il était premier ministre PDCI. Voilà. Donc, ceux aujourd'hui qui crient au loup, on les a vus ici comment ils ont traité les libertés publiques. Moi, j'ai milité pendant longtemps à la Fédération nationale scolaire de Côte d'Ivoire, au début, à la fin des années 90, au milieu des années 90, mais on sait comment le PDCI traitait les libertés publiques. Voilà. Je souhaite sincèrement que pour mes aînés, le ministre Lida Kwasi et l'ambassadeur Koulbaka, les procédures se fassent selon les règles et que la justice puisse prouver leur innocence devant la justice. Bien. Mais le PPACI est très mal placé, et le PDCI encore moins, parce qu'on les a vus ici pendant longtemps, traiter les libertés publiques à leur convenance. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas crier au loup. Laissons les juges faire leur travail.
le procureur, j'estime qu'il a bien fait de venir, essayer de faire un certain nombre de précisions face aux médias. Aujourd'hui, les avocats des responsables PPACI sont face à la presse. Je crois que il y a une certaine transparence qui s'installe dans ce dossier, moi, qui me rassure. Bien. Marcelin Niawa, on lit aussi dans le communiqué du PPACI, le PPACI dit que le pouvoir est en train de salir l'honneur de ses cadres. Et si les faits étaient avérés, est-ce qu'on parlerait toujours d'atteinte à l'honneur ou de responsabilité pénale ici? Bon, comme pour l'instant, les faits ne sont pas avérés. Mais pourquoi c'est la grosse interrogation qu'on se pose parfois. La grosse interrogation, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume Bateau, tu dis c'est des hommes qui connaissent bien. Donc, on peut douter que ça soit eux qui fassent des choses. Le ministre Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kone Boubacar, dans quel intérêt vont-ils aller faire casser un bus? C'est tout ça. Donc, ce sont des Ivoiriens qu'on connaît, avec qui on vit toujours, on connaît leur état d'esprit, on sait de quoi ils sont capables et de quoi aussi ils ne sont pas capables. C'est pourquoi j'ai dit, ces genre d'événements malheureux, c'est pas pour la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire, malheureusement. En 2020, il y a eu l'histoire de Bakaver, il y a eu la tête de petit Toussaint Kofi à Daoukro. Les vidéos ont été projetées. Mais le procureur a dit que les assassins de Toussaint Kofi ont été jugés. Non, le procureur a dit ça aussi sur un plateau. Il n'a pas dit ça. Il a dit si. Il a été jugé, condamné à 10 ans. Laissez-moi finir. J'ai dit, il n'y a pas eu ces méthodes spectaculaires, il n'y a pas eu ce spectacle. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Il faut éviter de détourner l'attention des Ivoiriens par des manœuvres grossières. Il faut laisser les Ivoiriens se concentrer sur la présidentielle. Il faut laisser le Front commun qui est en train de se mettre en place pour qu'il se transforme, qui est aujourd'hui une force incontournable, déployer ses actions. Donc, il ne sert à rien de mettre la pression sur l'opposition à travers ces genres de pratiques. Parce que Lida Kwasi, pourquoi Lida Kwasi irait casser un bus? Pour faire quoi? Pourquoi les cadres de FPPACI ou bien du PDCI vont se constituer, payer des gens, des bidons d'essence, donner à des jeunes pour aller la nuit casser des bus ou bien des voitures de police? Mais ce qui prouve même que ce n'est pas juste, c'est la marche du Front commun. S'ils pouvaient faire de telles pratiques, pourquoi ce jour-là, là où il y avait cette foule-là, ils n'agissaient pas de la sorte? Ça peut dire que tout ce spectacle qu'on assiste là, il n'honore pas du tout la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons bien souhaité que la justice agisse dans les règles de l'art. Et c'est ce que Maître Abiba et le PPACI mettent dans le communiqué pour dire que tous ceux qui ont été arrêtés, les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Et c'est ça qui jette une suspicion légitime sur la procédure. Les gens s'interrogent, à quelle fin agissent-ils? Pourquoi vont-ils dans ce sens? Parce que si le PPACI et le PDCI veulent casser à la veille de la marche, on nous avait dit qu'ils vont faire de l'insurrection. On nous a même dit que c'était un CNT bis qui était en préparation. La marche est terminée, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de casse, il n'y a même pas eu un rétroviseur qui a été cassé. D'où vient-il qu'on peut imputer ces hommes-là qui ont appelé des millions de personnes dans la rue, qui n'ont même pas cassé un rétroviseur, on peut les accuser d'aller casser la nuit un bus? Et pourquoi ce jour-là, il y avait plus de 200 bus qui ont été loués? Selon mes informations, ils n'ont pas cassé tous ces bus qu'ils ont loués pour aller faire leur manifestation. Donc, ce sont des interrogations mais qui alourdissent aussi l'environnement politique. Nous sommes à quelques mois des présidentielles, faisons en sorte que le jour du vote, chaque Ivoirien sorte de sa maison pour aller voter tranquillement. C'est en cela, l'opposition, son discours, quand il appelle le gouvernement au dialogue, son discours est crédible. Ça peut éviter ces genres de situations pour apaiser l'environnement politique, pour apaiser les journalistes, pour apaiser tous les acteurs politiques, pour qu'ensemble, le débat puisse être clarifié. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi que les piles de communiqués que le PPACI émet, d'après Guillaume Bateau. C'est pas d'après, oui, il dit c'est une pile de communiqués. Ce sont des faits. Je dis que s'ils le font, c'est une très bonne chose. D'accord, on voit que c'est une pile de communiqués. D'accord, mais c'est une bonne chose. Ça pour rassurer leurs militants pour qu'ils n'aillent pas dans tous les sens. Parce que tout ce Lida Kwasi, il y a du monde derrière lui. Kone Boubacar, il y a du monde derrière lui. Tous ses partisans, Lida Kwasi qui est un leader de sa région, si sa région ne comprend rien à ce qui lui arrive, peut-être qu'ils peuvent aller casser. Donc pour ne pas aller dans tous ces sens-là, il vaut mieux informer suffisamment la population pour éviter d'éventuels débordements. Bien. Alors, Éric Dohou, alors nous sommes en pleine année électorale. Est-ce que pour vous, c'est un hasard ou une manœuvre, voilà, que cette affaire éclate maintenant, cette affaire? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre directement à la question. En tout cas, personnellement, moi, je m'interroge. Voilà. Je m'interroge sur beaucoup de choses. C'est pour ça que j'insiste. Ce qui est important, c'est la transparence.
Je ne veux pas me faire l'avocat du PVACI, ni me faire l'avocat du procureur lui-même. Je dis simplement, s'il y a des informations, il faut être transparent. Si c'est un flagrant délit, les textes sont là. Ceux qui ont suivi l'émission peuvent la réécouter autant de fois qu'ils veulent, peuvent aller relire le texte. C'est du français, on va finir par trouver une bonne interprétation. Moi, je dis une chose, l'exemplarité de la justice, ce n'est pas négociable. L'exemplarité de nos forces de police, ce n'est pas négociable. Je fais une petite parenthèse sur une vidéo que j'ai vue, extrêmement gravissime, où on voyait des agents de police en civil bastonner un jeune qui était déjà menotté à l'intérieur de leur 4x4. Il n'y a pas eu grande réaction, je n'ai pas vu d'organisation de droits humains s'en emparer, ni le procureur lui-même. Un jeune vigile, c'est ça? Oui, un jeune vigile qui demandait justement à ce véhicule banalisé avec à l'intérieur 4 loupards. Il leur demandait qu'est-ce que vous venez faire dans la cité, et puis finalement ça s'est mal déroulé. On n'a pas vu notre procureur de la République s'emparer de cette affaire. Je n'ai pour le moment rien vu, en tout cas, sur la place publique. Donc, je dis, l'exemplarité de la justice, de la police, de nos élus, ce n'est pas négociable. On ne peut pas accepter d'être dans un pays où on estime que on peut marcher sur les lois ou marcher sur les procédures pour simplement atteindre son truc. M. Bato a parlé d'accélérer les recherches. Je pense qu'il faut faire une distinction sémantique entre accélérer les procédures et les précipiter. À mon sens, là, aujourd'hui, on est plutôt dans la précipitation. Il est vraiment simple aujourd'hui, comme on a vu avec les aveux qui ont été diffusés, je ne sais pas d'ailleurs sous quelle procédure ça a été fait, mais il suffit simplement, si des vidéos ont incriminé ces personnes-là, si on les reconnaît formellement sur ces vidéos, à les diffuser, tout simplement. On sera ravis de les voir, ravis de pouvoir dire au PPACI que, ou en tout cas celui qui a lancé cette initiative, qu'il l'a mal fait. Parce que très honnêtement, vous pouvez interroger tous les militants ou sympathisants de l'opposition que vous pourrez croiser ici en Côte d'Ivoire, vous n'en trouverez pas plus d'1% qui ont été d'accord avec ce qui a été fait le 1er août. Et je voudrais terminer en disant quelque chose par rapport à ce qu'a dit M. Bato. Je pense qu'on peut très, très naturellement dire que c'est un très grand journaliste. On l'a vu ici avec quel Magistria, il a sorti le courrier de M. Don Melo. C'est grâce à lui qu'on a pu apprendre cette histoire-là. Donc je pense que quand il parle, il faut quand même noter certaines informations. Donc quand M. Guillaume Bato parle de dissension au sein du PPACI qui aurait pu aboutir à un complot contre M. Lida Kwasi, bon, c'est aussi une explication de la situation qu'il ne faut pas forcément balayer du revers de la main. On lui fait confiance. Très bientôt, il nous donnera plus d'informations sur le sujet. Et bizarrement, ça me rappelle que cette affaire est gérée aujourd'hui par le procureur Braman et que c'était aussi lui qui gérait une autre affaire qu'on avait qualifiée de complot. En 2019, je parle de l'arrestation et de la détention du cadre PDCI, M. Jacques Mangoua. C'était à peu près ce genre d'histoire. On ne savait pas vraiment si c'était lui, pas lui. Ça a abouti à une condamnation. On espère en tout cas que s'il y a condamnation aujourd'hui de M. Lida Kwasi et de M. Boubacar Koné, que ça se fera dans le respect de la loi. Et je vais terminer en disant que si ce serait vraiment un terrible gâchis pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui sont décédés depuis 2010, que le président Ouattara ait été élu, qu'il ait fait 15 ans de règne pour arriver à nous dire qu'il est autorisé à faire comme ses prédécesseurs. N'écoutons pas, je demande à tous ceux qui utilisent cet argument, de ne pas écouter les récriminations de ceux qui se reconnaissent ou en tout cas qui se disent militants ou sympathisants de personnalités qui ont été au pouvoir. Partez du principe que vous répondez à des gens qui sont nés peut-être en 2010 et qui ne sont affiliés à aucun parti, qui sont ivoiriens, qui ont aussi le droit de demander à ce que les choses soient faites dans les règles. Bien, Guillaume Bato. Oui, d'abord, pour ce qui concerne les informations sur les dissensions internes au PPACI, je vais dire que c'est un secret de polichinelle. Voilà, on n'a pas besoin de faire polytechnique pour savoir aujourd'hui que le PPACI est traversé par divers courants qui s'opposent et qui se combattent à l'intérieur. Ça, c'est pas mon ami Yawa qui va me contredire. Quand j'ai parlé du courrier de M. Dombelo, certains m'avaient dit que j'essayais d'attiser le feu, mais bon, les faits nous ont donné raison. C'est pas la première information d'ailleurs sur le PPACI. Nous avions été les premiers à annoncer le mariage du président Gbagbo. Voilà, et ça s'est avéré. Bon, donc, sur la question, vous pouvez me faire confiance. Et c'est vraiment une réalité à l'intérieur du PPACI. Alors, pour le reste, je crois que mon jeune frère Eric Dohou dit par les précipitations. Je crois que, bon, peut-être qu'il a du mal à s'adapter à l'évolution la façon de travailler de notre police aujourd'hui et de notre appareil judiciaire. C'est vrai, aujourd'hui, avec les moyens technologiques
qui sont à disposition. Parce que ça surprend plus d'un. Ah oui, mais écoutez, aujourd'hui, Cette rapidité. à tout Abidjan, Surtout quand il s'agit de inondé. l'opposition. Non, c'est pas qu'il y ait d'opposition. Les simples braquages ici, on voit aujourd'hui avec quelle célérité la police met la main sur les auteurs de braquages. Il y a Aujourd'hui, pourtant des citoyens qui mènent qui vont vers cette justice, cette même justice, cette même police. Et parfois, les oui, procédures mais prennent assez de temps. écoutez, moi je veux bien, mais je veux dire qu'on ne peut pas parler de précipitation parce qu'aujourd'hui, les moyens modernes dont dispose, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie nationale, que ce soit même la justice. Prenons un cas pratique. Aujourd'hui, vous avez sur la place d'Abidjan, sur l'ensemble du district, 4 tribunaux de première instance. Le Plateau, Yopougon, Benjerville et Abobo. Mais il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Donc aujourd'hui, il y a plus de magistrats, enquêteurs, il y a plus de gendarmes, mieux équipés, mieux formés. Vous avez aujourd'hui les nouvelles technologies qui sont beaucoup utilisées. Aujourd'hui, Abidjan est quadrillé par beaucoup de caméras. Donc tout ça fait que le travail de et surtout sur des questions sensibles. Quelqu'un a parlé de nous sommes en période électorale. Je crois que Sidi, vous avez posé la question. Est-ce que c'est un hasard? Oui, c'est pas un hasard. Parce que nous sommes en période électorale, que ces questions sont sensibles, elles doivent être traitées avec célérité. Donc, on ne peut pas reprocher à nos magistrats, aux procureurs notamment, de travailler avec célérité. Je suis d'accord que ce travail doit se faire dans les règles de l'art, mais on ne peut pas parler de précipitation. Parce que, au contraire, c'est une lenteur qui aurait pu animer la rumeur pour pouvoir peut-être créer d'autres situations. Eric a dit aussi que si on interroge les militants de l'opposition, c'est 1% qui serait. Mais moi c'est parce que moi j'observe sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Voilà, moi j'observe que tout le monde appelle à l'insurrection, beaucoup appellent à l'insurrection, beaucoup appellent au renversement violent des institutions. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le procureur même a pointé du doigt. Vous avez vu ce groupe de jeunes qui chantaient au cours de cette fameuse marche, les propos que les gens tenaient. Donc, je ne suis pas sûr des enquêtes, des statistiques. Mais ça, non, vous n'avez pas encore. Je ne suis pas sûr des statistiques de M. Dou. Quand moi je regarde, j'ai plutôt l'impression que c'est près de 80% des sympathisants du PPACI et aujourd'hui du PDCI, son allié, son nouvel allié, qui sont, et les responsables disent du bout des lèvres qu'ils sont pour les protestations pacifiques, tout ça. Mais quand on écoute leurs militants, on a vu en France, il y en a qui ont dit clairement que si leurs leaders ne sont pas candidats, il faut brûler la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas comment M. Dou fait ses statistiques, mais j'ai le sentiment que... Il y a aussi les coupeurs des tendons en France. Bon, écoutez, moi, je suis contre tout ça. En tout cas, je suis contre la violence, d'où qu'elle vienne. Donc, je dis, il faut que M. Dou revoie ses statistiques. Parce que 1%, c'est trop faible par rapport à ce que nous voyons. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Pour terminer, c'est la même question qu'on adressera à tous les consultants. Est-ce que la Côte d'Ivoire a réellement tiré toutes les leçons des crises politiques passées pour éviter une nouvelle escalade? Marcel Niawa. Bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore tiré, surtout le pouvoir en place, jusqu'à ce présent, n'a pas encore tiré les Aussi ceux qui mènent des actes violents. Non, mais c'est tout ça. Vous avez des pouvoirs politiques. Ceux qui mènent les actes violents, là, ceux qu'on vient d'attraper, qu'on accuse, c'est des hommes politiques qu'on accuse. Mais j'ai dit, quand j'analyse l'environnement politique aujourd'hui, je me rends compte que le pouvoir politique qui est en place aujourd'hui, le pouvoir RHDP, n'a pas encore tiré les leçons. Voilà pourquoi je dis toujours, ça coûte à quoi au gouvernement d'aller à une table de discussion pour qu'on sorte des cendres de la crise de 2010-2011. Aujourd'hui, quand on parle d'élections, il y a certains Ivoiriens qui se demandent « Ah, moi, donne-moi un peu d'argent, je vais quitter, je vais aller au Ghana, après les élections, je vais venir. » Aujourd'hui, les Ivoiriens sont crispés. Ça, il faut être honnête, il ne faut pas se le cacher. Le RHDP, le pouvoir en place, ça lui coûte. Quand on parle de la CEI, quand on parle des questions liées à l'élection, on dit non, Dion Gbagbo l'a dit tout à l'heure, il ramène tout à Gbagbo. Oui, autant de Gbagbo, c'était comme ça, autant de PDCI. Moi, j'ai dit, il faut qu'on sorte de l'état d'esprit assiégé. Soit on vous reproche une tare, cherchez à vous en débarrasser, au lieu de dire que par le passé, l'autre, il a fait la même chose. Donc, si je le fais aujourd'hui, c'est pas grave. Non. Asseyons-nous et discutons. C'est ce que Laurent Gbagbo dit. Et c'est ce que le PPACI dit pour qu'on puisse aller à des élections justes, transparentes, inclusives. Bien, Éric Dou. Oui, pour répondre à la question, oui, je pense que, je ne dirais pas qu'on n'a pas tiré les leçons, mais je pense que
on ne se rend pas compte à quel point on se dirige encore à nouveau vers cette tragédie. Je disais quelque chose en 2020 qui est malheureusement, je dis bien malheureusement, toujours d'actualité. Selon moi, les deux plus importants chantiers que le président Alassane Ouattara avait sur sa table quand il arrivait aux fonctions, c'était la réconciliation nationale, la cohésion nationale, et surtout, pour moi, à mon sens, c'était de construire un système électoral qui soit, je dirais, consensuel. Parce qu'il faut rappeler que toutes les crises que nous avons traversées sont liées à la politique, sont liées à l'accession à la fonction présidentielle. S'il y a eu une crise en 2010, ce n'était pas parce qu'on manquait de routes, de ponts, de stades ou d'écoles. On a fait cette guerre civile parce que justement, le système électoral ne donnait pas confiance à tous les acteurs. Malheureusement, nous sommes en 2025, 15 ans plus tard, rien n'a changé quasiment. On est toujours dans les mêmes histoires, en train de se battre sur le code électoral, se battre sur la composition de la CEI, se battre sur les candidats qu'on va éliminer ou à qui on va faire une exception politique. C'est très dommage. Il faut rappeler qu'on est à 78 jours exactement de notre élection présidentielle et on n'a fait aucun débat, à la fois sur le bilan du RHDP ou sur les programmes, les projets de société des candidats qui sont là. On ne fait aucun débat de fond. On est en train de tirer le débat vers le bas. Et pire, aujourd'hui, on rajoute maintenant un poids lesté qui est celui des questions juridiques. Donc, pour moi, on n'a pas tiré la leçon. Et si on n'y fait rien, malheureusement, ça pourrait nous mener à ça. Mais c'est la responsabilité des hommes politiques et notamment de ceux de l'opposition de ne pas justement céder aux provocations, aux intimidations et qu'une partie, M. Gbagbo parle de 50%, je suis un peu plus optimiste quand je parle d'1%, il ne faudrait pas que justement cette minorité gagne. Et ça, c'est vraiment un plaidoyer que je fais auprès de tous les leaders d'opposition. Il y a des discours qu'il faut sanctionner rapidement. M. Gbagbo l'a dit, moi-même personnellement, j'étais très gêné. J'ai participé à cette marche, je l'avais déjà annoncé sur ce plateau. J'ai été gêné. Tous ceux à qui j'ai pu expliquer que ce discours était contre-productif, je l'ai fait. Bon, malheureusement, quand vous avez 100 ou 200 personnes qui vont dans un sens, je n'allais pas leur courir après pour leur faire la leçon, mais personnellement, c'était gênant. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, par exemple, au moment où on a rejoint la place Figayo, un groupe qui était juste devant les camions podium et qui scandait à un moment de la marche « On ne veut pas blégouder ». Très honnêtement, j'étais gêné par ça. Moi qui suis aujourd'hui en train de demander, pas forcément une union de l'opposition au premier tour, mais je parle surtout de laisser la porte pour que le divorce puisse se transformer en remariage quand on arrivera au second tour. Ce sont des discours qui, à mon sens, ne sont pas corrects et c'est la responsabilité des leaders de sanctionner ça, pas forcément du côté de l'opposition, hein, même du côté du pouvoir aussi. Il y a des discours que j'entends. Moi, j'ai vu une publication dernièrement qui m'a horrifié. C'était une dame qui se revendique du RHDP qui écrivait en fait, en réalité, ils n'ont rien contre Alassane Ouattara, c'est juste qu'ils n'aiment pas les gens qui prient. Elle voulait parler des musulmans en mettant le front au sol. Vous voyez, il y a des gens qui vont essayer de tirer le débat vers la question identitaire, vers la question religieuse, alors que le fond du problème, il est là, hein, c'est le combat idéologique. Est-ce qu'on veut un État policier où le procureur est en haut de nous avec la PLCC et ils nous font peur et tout le monde est recroquevillé sur lui-même, ou est-ce qu'on veut une démocratie où on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on a envie de dire et on a la possibilité surtout de faire des débats de fond. Ça, c'est juste ça le sujet. Et si malheureusement on ne fait pas le choix en 2025 de basculer sur une véritable démocratie, on va continuer sur justement des manquements à cette démocratie qui forcément créent des frustrations et la frustration crée malheureusement de la violence. Même question pour vous, Arsène Anoma. On va aller rapidement. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, pour moi, le pouvoir en place a tiré les leçons de ce qui s'est passé. C'est à cause de ça le pouvoir fait de la sécurité des biens des personnes du pays sa priorité. J'appellerais l'opposition à mettre de l'eau dans son vin. Nous sommes dans un pays de loi. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il y a des candidats qui sont fort clos du fait de nos lois. Il y a la possibilité encore de proposer d'autres candidats, comme on le dit vulgairement, des plans B, qu'ils proposent d'autres candidats pour que nous arrivions à cette élection-là. Merci, M. Anoma. Guillaume Bato, allez-y. Oui, je pense que les Ivoiriens ont tiré les leçons de ce qui nous est arrivé ces 15 dernières années. Seulement, il y a quelques leaders des partis politiques dépassés, voilà, qui sont restés bloqués en 2010 et qui croient que nous devons leur offrir des bonbons. C'est eux qui pensent que tout doit se faire autour d'eux. Moi, quand j'entends mon jeune frère
Eric Doou parle de réconciliation, mon ami Yawa parle de la discussion, mais le président Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire depuis 2021, il n'a pas reçu le président Afi. Il a refusé de discuter avec lui. Le président Thiam, il a même osé dire qu'il ne connaît pas M. Billon. Il a refusé de discuter avec lui. Le président Afi, avec nous-mêmes, quand nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec la rupture du partenariat, et il a coupé les têtes. Donc voilà des gens qui disent qu'il faut se réconcilier, il faut discuter, qu'ils ne peuvent pas discuter dans leur propre parti. Mais c'est la démagogie. Ça s'appelle de la démagogie. Les gens, ce n'est pas les discussions qu'ils veulent. Ils veulent qu'ils soient au pouvoir. Ils veulent qu'on leur fasse la largesse, qu'on tourne le cou à la loi pour leur faire plaisir. Mais on a dépassé cela. Et voilà. Aujourd'hui, Eric dit justement qu'on ne veut pas dans le débat de fond. Mais parce que les gens ont fait du Gbagbo ou rien, du Thiam ou rien, leur programme de gouvernement. Sinon, dans les pays où les gens veulent le débat de fond, quand les candidats sont recalés par la loi, mais on trouve des candidats de substitution. Voilà. Bien, merci. Donc, si on est dans ce tohu-bohu, c'est la faute à certains leaders dépassés de l'opposition qui sont incompétents, il faut le dire, et qui n'ont pas vu le train ivoirien avancer. C'est des injures. Hein. Carton Non, rouge. les compétences... Voilà, nous sommes dans le carton rouge et le premier carton de cette émission avec Arsène Nanoma. Bon, moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit de certaines personnes qui, au lieu de condamner les actes gravissimes qui sont passés à Yopougon dans la nuit du 1er août, tirent le couvercle plutôt sur les conditions d'arrestation et d'incarcération des présumés coupables. Pour moi, comme je le dis, l'ordre prime sur certaines contingences. Et aujourd'hui, si nous sommes là, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons vaquer à nos occupations, c'est parce que cet ordre-là est maintenu. Donc pour moi, il faudrait plutôt féliciter nos justices, nos forces de l'ordre qui œuvrent jour et nuit pour maintenir la Côte d'Ivoire en paix, pour maintenir les Ivoiriens en paix, pour permettre que chacun de nous puisse vaquer à ses occupations au lieu de se mouvoir à chaque fois sur des conditions d'arrestation et d'incarcération pour essayer de noyer le poisson dans l'eau. Bien. Eric Doou, carton rouge. Deux cartons, pardon. Le premier, justement, sur ces débats identitaires qui veulent polluer le débat public. Je pense que pour toute personne qui est, je dirais, mécontent du bilan du président Ouattara, il y a 1000 sujets sur lesquels on peut discuter. De la pollution, de l'orpaillage clandestin, de l'éducation, de la santé. Il y a plein de sujets. Il vaut mieux parler de ça. Arrêtez de ramener toujours cette question de nationalité ou d'origine des gens. Ce n'est pas à vous de régler cette question-là. Deuxième chose, c'est surtout sur l'ambiance de peur. Je trouve vraiment que c'est très dommage. J'ai vu quelque chose avant d'arriver sur le plateau. Il s'agit d'un candidat indépendant qui s'appelle Lassina Bamba, qui a relevé quelque chose dans les villes de Bouaké, de Séguéla et de Boundiali. Il affirme que ces collecteurs qui sont sur le terrain sont menacés, suivis, intimidés, ainsi de suite. Moi, personnellement, j'ai été coordonnateur central pour le candidat Mamadou Coulibaly en 2020. Mes collecteurs sur le terrain ont vécu les mêmes choses. Je sais comment ça se passe. Et je pense que ça a été une erreur d'instituer le parrainage. On l'a dit. Et je vais terminer sur une chose qui concerne encore le parrainage. C'était le 15 juillet 2025 dernier. Le maire Soubaoro Farikou, accompagné d'un des secrétaires exécutifs du RHDP, M. Doumbia Brahima, voilà, ont fait justement une petite réunion publique pour justement lancer les opérations de parrainage dans la zone d'Adjamé. Et voilà ce que M. Doumbia Brahima a déclaré. Vous ne devez donner votre parrainage à personne d'autre. Si quelqu'un n'a pas été mandaté par le RHDP, en clair, vous refusez de lui donner le parrainage. Pourtant, si on regarde l'explication que le président de la CEI nous a donnée par rapport au parrainage, ça ne ressemblait pas justement à un pré-vote. Parce que là, il s'agit d'un pré-vote. Si vous êtes candidat militant ou sympathisant d'un parti politique, vous ne devez pas parrainer les autres. C'est complètement antidémocratique et ça ne répond pas justement à l'explication qu'on vous avait donnée sur le parrainage. Et ça, depuis 2020, on le disait. Merci. Et Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, mon carton rouge va à cette opposition radicale qui tente malheureusement d'essayer d'instrumentaliser quelques Ivoiriens qui n'ont pas encore compris que notre pays aspire à la quiétude, a envie d'avancer, et qui veulent créer justement cette ambiance de peur, alors que je pense que les choses se font plutôt tranquillement. Les élections, c'est un moment où on doit mettre sur la table
ses projets, ses idées. Et moi, je suis viscéralement contre ces projets que j'appelle foireux, hein, voilà, de tel ou rien, parce que ça ne nous amène nulle part. Tel ou rien ne peut régler aucun problème. Ceux qui ne sont pas éligibles conformément à nos lois doivent passer la main à d'autres ou bien s'abstenir parce que de toute façon, les élections auront lieu, l'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre et je crois que les Ivoiriens ont tiré la leçon de leur passé, n'ont plus envie de revivre pour faire plaisir à un quelconque leader, fût-il populaire. Bien, Marcelin Yawa. Ouais, mon carton ce soir, je voulais condamner toute dérive langagière, d'où qu'elle vienne, toute forme d'insulte, d'injure. Sur les réseaux sociaux, on entend souvent toute forme de langage. Ces derniers temps, et surtout, je veux condamner ceux qui ont des raisonnements à géométrie variable. Oui, lorsque certains leaders sont insultés, ils applaudissent. Par contre, lorsque d'autres sont insultés, ils s'énervent complètement, ils commencent à... Dans ce pays, ces derniers jours, c'est vrai, ce qui est arrivé à Yopougon, c'est déplorable, ce n'est pas des langages à écouter. Mais avant ça, il y a eu des gens qui ont tenu des propos très graves. Et ça n'a pas... Personne n'a s'en est formalisé. Tout le monde est resté calme. Et ça donne l'impression que quand tu es au pouvoir, tu peux insulter et ça ne dit rien à quelqu'un. Mais quand tu es dans l'opposition, tu n'as pas le droit de faire. Donc les insultes de tous bords, il faut les condamner. Il faut amener, éduquer les gens. Et surtout, quand on est un responsable politique, il y a un langage à tenir. Lorsque des autres personnalités se mettent sur des plateaux, sur des podiums, et ils insultent les autres, ils les traitent de zozos. Et d'autres encore qui vont dans les autres zones et ils insultent certaines personnalités pour qu'ils les traitent d'étrangers. Tout ça, ça donne des leçons à la base. Donc je pense que ce sont les autorités de soigner leur langage pour qu'on n'en arrive pas là. Bien, merci. Vraiment, les débatteurs du RHDP, ils sont beaucoup en manque de niveau. Ils ont beaucoup de peine de développer pour défendre l'indéfendable. Et c'est juste parce que c'est très compliqué de défendre l'indéfendable, voyez-vous. Quand quelque chose est indéfendable, tu dois mentir. Et pourtant, le mensonge n'est pas toujours évident quand il n'est pas bien préparé. Et surtout aussi, on ne sait pas préparer un mensonge parce qu'on ne sait pas ceux qui seront en face de nous, qu'est-ce qu'eux, ils ont préparé. C'est un débat. Tu donnes ton avis, on donne l'avis de l'autre côté. Les avocats aujourd'hui ont été clairs. La procédure a été biaisée du fond en comble, de bout en bout. On ne peut pas nous donner une explication aujourd'hui qui justifierait le fait que la procédure a été respectée. Et quand on sait ça, on ne peut pas défendre de manière injuste cela. Vous aimez bien sur les plateaux dire le PPACI, le FPI faisait quoi avant, le PDCI fait... Mais écoutez, le PPACI n'est plus au pouvoir. Le PDCI n'est plus au pouvoir. Tout ce dont vous dites qu'ils faisaient là, même si c'est vrai, c'est pourquoi ils ont perdu le pouvoir. Et vous avez pris le pouvoir pour promettre mieux. Seulement, vous êtes en train de donner pire. Alors, au lieu d'avoir ce qui est pire que vous donnez, on préfère repartir à leur temps. Parce que leur temps, en termes de justice, on avait mieux que ce que vous offrez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et il faut encore dire qu'à leur époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ça. Donc, ils pouvaient faire bien pire que ça. Mais ils évitaient. Mais vous, il y a Internet. Mais vous vous en foutez et vous faites quand même. Est-ce que vous voyez le niveau de la cruauté? C'est extrêmement grave. Et vous venez sur les plateaux, en manque d'arguments, vous racontez tout et n'importe quoi. Non, le RHDP a violé toutes les procédures des accusés. On me parle ici d'aveux. Qui a fait des aveux? Est-ce Lina Kwasi Moïse lui-même? Ou l'ambassadeur Aboubakar? Est-ce que c'est eux qui ont fait des aveux? Non. Ce sont les individus qui ont fait des aveux. On ne peut donc pas mettre une personne en prison parce que des individus ont fait des aveux. Aujourd'hui, dans un pays normal, Linda Kwasi s'en va. Et puis, quand le procès, l'État doit dédommager Linda Kwasi de manière extrême. Parce que c'est injustement. Mais s'il va au procès, il sera accusé, vu qu'il est même déjà inculpé. Le mec est déjà, les messieurs sont déjà en train de purger une peine qu'ils ne méritent pas. Ça veut dire qu'ils sont même déjà condamnés pour cela. Juste selon eux, des aveux. Des aveux des individus. Quelqu'un peut faire quelque chose là-bas et puis il dit, c'est moi qui a fait ça. C'est jeune conscient, j'étais avec lui. Pourtant, jeune conscient se trouve à l'autre bout de monde. Et moi, on vient m'arrêter, on me jette en prison parce qu'on a dit que c'est moi. Parce que mon nom est sorti dedans, on m'a tué sans me poser la question. Il a dit que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Quelle est la preuve? Parce que c'est sa parole contre la mienne. On ne m'arrête pas alors que c'est sa parole contre la mienne. Voyez-vous? C'est injuste. On ne peut pas inculper les gens parce qu'une personne aurait dit tel. On ne doit pas accepter ça. Ça ne doit pas passer. À la télé, ceux qui ont parlé, personne n'a parlé de Linda Kwasi. Personne n'a parlé d'eux. Et là, vous nous inventez qu'ils ont cité les noms. C'est faux et on ne peut pas accepter ça.